Mes parents m'ont dit de payer 5000 $ pour la réfection de leur allée. J'ai dit que c'était leur problème. Le lendemain matin, mon ordinateur portable et mon moniteur de travail étaient fracassés sur le sol du garage. Papa a texté, maintenant, tu vas dépenser 5000 $ d'une manière ou d'une autre. J'ai transféré ce texto à quelqu'un qui l'avait oublié. Je m'appelle Tristan. J'ai 28 ans et je dois vous raconter la fois où mon propre père a détruit pour 2000 $ de mon matériel de travail pour m'apprendre une leçon sur la loyauté familiale. Puis, il m'a accidentellement remis la seule preuve qui a fait exploser toute sa vie. Et quand je dis exploser, je veux dire un cratère dans le sol, de la fumée s'élevant des décombres. Rien que des cendres, ce genre d'explosion. Mais je m'emballe. Laissez-moi commencer par le début pour que vous compreniez exactement comment nous en sommes arrivés là. Je devrais probablement vous donner quelques informations contextuelles pour que rien de tout cela ne sorte de nulle part. J'ai grandi dans une petite ville du centre de la Pennsylvanie, le genre d'endroit où tout le monde connaît tout le monde, où le plus grand scandale de l'année est généralement quelqu'un qui installe des lumières de Noël avant Thanksgiving. Et si vous éternuez à un bout de Main Street, quelqu'un à l'autre bout vous offre déjà un mouchoir et vous demande si vous avez essayé la soupe au poulet de sa grand-mère. Mes parents sont Ray et Jolene, tous deux dans la fin de la cinquantaine, et ils vivent dans la même maison depuis avant ma naissance. Mon frère aîné, Garrett, a 31 ans, est marié à une femme nommée Paige, et ils ont 2 enfants de moins de 5 ans. Garrett est, et je le dis avec chaque once d'amour et de frustration qu'un jeune frère peut rassembler, l'enfant en or. Pas de manière subtile, non plus. D'une manière où mes parents ont littéralement un collage encadré dans le couloir des réalisations de Garrett. Et je suis presque sûr que la seule photo de moi dans cette maison est une photo floue de mon baptême où je ressemble à une pomme de terre surprise. En grandissant, Garrett était la star du football, le roi du bal de fin d'année, le gamin qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par son charme. Et écoutez, je ne lui en veux pas pour ça. Garrett est en fait un type bien quand nos parents ne sont pas là pour gonfler son ego comme un char de parade. Le problème n'a jamais vraiment été Garrett. Le problème a toujours été Ray et Jolene et leur incapacité à me voir comme autre chose que l'enfant de rechange, la doublure qui n'a jamais été appelée sur scène. J'étais le calme. J'aimais les ordinateurs. J'aimais construire des choses. J'aimais comprendre comment les choses fonctionnaient. Pendant que Garrett lançait des touchdowns, j'étais dans ma chambre à apprendre à coder. Pendant qu'il recevait des ovations debout à l'assemblée des finissants, je recevais une poignée de main et un certificat de participation pour l'Expo Science. Mes parents sont allés à chacun des matchs de Garrett. Absolument chacun. J'ai eu une compétition régionale de robotique en première où mon équipe s'est classée 2e de l'État. Et ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle avait un rendez-vous chez le coiffeur. Un rendez-vous chez le coiffeur. Je me souviens être assis sur le parking après avoir reçu nos trophées, à regarder les autres enfants serrer leurs parents dans leurs bras. Et j'ai juste pensé, ouais, d'accord. C'est comme ça. Après le lycée, Garrett est allé à Penn State avec une bourse sportive partielle. Il n'a pas terminé, est rentré à la maison, a enchaîné quelques emplois et a finalement fini par travailler pour une entreprise de construction locale, ce qui est bien. Un travail honnête, sans jugement. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je suis allé au Community College, j'ai été transféré dans une université d'État, j'ai obtenu mon diplôme en informatique et j'ai décroché un emploi à distance dans une société de conseil en technologie de Philadelphie. À 25 ans, je gagnais plus que mes 2 parents réunis. À 27 ans, j'avais été promu 2 fois et je touchais un salaire qui ferait s'étouffer mon conseiller d'orientation du lycée avec son café. Je ne me vante pas, c'est juste pour le contexte. Parce que cela a de l'importance pour la suite. Malgré tout, j'ai essayé d'avoir une relation avec mes parents. Vraiment. Je conduis les 40 minutes jusqu'à chez eux le week-end, j'apporte les courses, j'aide avec les tâches ménagères. Quand leur fournaise est tombée en panne il y a 2 hivers, j'ai payé pour le remplacement, 3800 $. Quand ma mère a eu besoin de soins dentaires que l'assurance ne couvrait pas, j'ai fait le chèque. 2200 $. Quand le camion de Garrett est tombé en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre la réparation, mon père m'a appelé. Même pas Garrett. Mon père m'a appelé et m'a dit que ça signifierait vraiment beaucoup si je pouvais aider mon frère. J'ai payé pour ça aussi. 1400 $. Et chaque fois, le merci que je recevais était aussi chaleureux qu'une poignée de main d'un mannequin. Juste un signe de tête,
peut-être un grognement, puis retour à la normale. Où le retour à la normale signifiait s'extasier devant les enfants de Gareth et me demander quand j'allais me poser et faire quelque chose de significatif de ma vie, quelque chose de significatif. Je suis analyste principal des systèmes. Je dépanne des problèmes d'infrastructure pour des entreprises du Fortune 500. Mais parce que je n'ai pas de femme, 2 enfants et un camion avec une bosse dans l'aile, apparemment ma vie est un brouillon qui n'a pas encore été rendu. Maintenant, voici où l'allée entre en jeu. Il y a environ 3 mois, mon père m'appelle un samedi matin. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Il entre directement dans le vif du sujet. Il me dit que l'allée s'effrite. Toute l'allée doit être refaite, et il a obtenu un devis de 12 000 $. Il dit que Gareth a déjà accepté de contribuer à hauteur de 2 000 $, et il s'attend à ce que je couvre 5 000 $. 5 000 $ pour leur allée, pas mon allée. Leur allée, à leur maison où je ne vis pas et n'ai pas vécu depuis une décennie. Je lui ai demandé pourquoi je couvrais plus du double de ce que Gareth payait. Sa réponse, et je cite, était parce que tu peux te le permettre. C'était tout. C'était toute la justification. Pas parce que c'était juste, pas parce que j'utilisais plus l'allée, pas à cause d'un quelconque accord familial, juste parce que je gagne plus d'argent. Donc, apparemment, mon portefeuille est une ressource communautaire. Je lui ai dit non. J'ai dit, j'ai été heureux d'aider en cas d'urgence, mais la réfection d'une allée n'est pas une urgence, et je ne suis pas un guichet automatique bancaire. Il y a eu un long silence au téléphone. Le genre de silence qui a du poids. Et puis mon père a dit, après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. Et j'ai eu envie de rire. Vraiment, parce que j'avais tenu un décompte mental et le remboursement allait assez lourdement dans une seule direction et ce n'était pas la leur. J'ai dit, papa, c'est ton allée. C'est ton problème à régler. Je ne paie pas 5 000 $ pour ça. Il m'a raccroché au nez. Il n'a pas claqué le téléphone, il a juste raccroché doucement, ce qui était en quelque sorte pire. Ma mère a appelé 20 minutes plus tard avec le train de la culpabilité express, billet de première classe, larmes gratuites. Elle m'a dit que j'étais égoïste, que la famille est de la famille, que Gareth le ferait si les rôles étaient inversés. Je lui ai demandé si Gareth m'avait jamais aidé financièrement. Elle a changé de sujet si vite que j'ai eu le coup du lapin. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont refroidies. Mes appels sont restés sans réponse. Mes textos ont reçu des réponses d'un seul mot. Je me suis présenté à la fête d'anniversaire de mon neveu et mon père m'a à peine regardé. Ma mère a fait un commentaire passif-agressif sur le fait que ça devait être bien d'avoir de l'argent et pas de responsabilité. Et j'ai juste souri et mangé mon gâteau parce que j'avais appris il y a longtemps que se disputer avec Jolene, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Elle va renverser toutes les pièces et se pavaner comme si elle avait gagné, quoi que vous fassiez. J'ai pensé qu'il s'en remettrait. Je me suis trompé parce que ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'aurais jamais prédit en 1 million d'années et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Mon père ne s'est pas seulement mis en colère. Il est devenu destructeur et il a été assez stupide pour s'en vanter par écrit. Environ 2 semaines après la fête d'anniversaire, j'ai dû me rendre chez mes parents. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais laissé une boîte de vieux albums photos dans leur garage quelques mois auparavant en les aidant à réorganiser. Ma petite amie Léa préparait un album pour l'anniversaire de ses parents et voulait des photos de nous lors d'un voyage de camping que nous avions fait avec eux. Et ces photos se trouvaient dans l'un de ces albums. Une course simple. Conduire jusqu'à là-bas, prendre la boîte, partir, 20 minutes maximum. Je dois mentionner que je travaille à domicile. Tout mon travail passe par un ordinateur portable fourni par l'entreprise et une configuration à double moniteur. Du matériel haut de gamme. Parce que lorsque vous accédez à distance à des serveurs pour des clients qui paient à votre entreprise des salaires à 6 chiffres par an, ils ne vous donnent pas un Dell reconditionné de 2014. Je parle d'un ThinkPad haut de gamme, d'un moniteur ultra large de 32 pouces, d'une station d'accueil, tout le kit. Je gardais habituellement tout dans mon appartement, mais cette semaine-là, j'étais dans le coin de mes parents parce que la sœur de Léa habitait à proximité et nous l'aidions à déménager. J'ai donc apporté mon installation de travail et l'ai mise temporairement sur un vieux bureau dans le garage de mes parents. J'avais demandé la permission. Mon père avait dit que c'était bon. Un mercredi matin, je suis allé chercher ces albums photos. Je suis entré dans l'allée vers 9 h. La maison était calme.
Les voitures de mes parents étaient toutes les deux parties. J'ai supposé qu'ils étaient sortis faire des courses. Pas de problème. J'allais prendre la boîte et m'en aller. Je suis entré dans le garage par la porte latérale et la première chose que j'ai vue, c'est mon moniteur, ou ce qui était mon moniteur. Il était face contre terre sur le sol en béton. L'écran complètement brisé, des éclats de verre et de plastique éparpillés dans un rayon autour de lui comme si quelqu'un l'avait jeté depuis la hauteur de la poitrine. Ma station d'accueil était à côté, fissurée en deux, et mon ordinateur portable de travail qui contenait les identifiants d'accès à plusieurs systèmes clients, reposait dans une flaque de ce que j'ai réalisé plus tard être du café. Quelqu'un avait versé une cafetière entière directement sur le clavier ouvert. L'écran était fissuré en diagonale, les touches étaient trempées, et tout l'appareil était mort. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être 5 minutes, mais qui était probablement 30 secondes. Mes mains tremblaient. Pas de tristesse, pas de peur, de rage. Une rage pure, blanche, chaude, incrédule. Parce que je savais exactement qui avait fait ça. Il n'y avait pas eu d'effraction. Le garage était verrouillé de l'intérieur. Rien d'autre n'avait été touché. C'était ciblé. C'était délibéré. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai vu un texto de mon père. 7 mots qui ont tout changé. Maintenant, tu vas dépenser 5 000 $ d'une manière ou d'une autre. Je l'ai lu 3 fois. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai transféré à ma propre adresse électronique. Et puis je me suis assis sur le sol froid du garage à côté de mon équipement détruit et j'ai juste respiré. Parce que voici ce que mon père, dans son infinie sagesse, n'avait pas pris en compte. Cet ordinateur portable n'était pas à moi. Ce moniteur n'était pas à moi. Cet équipement appartenait à mon employeur, une société de conseil basée à Philadelphie avec un service juridique interne et une politique très stricte concernant la destruction des biens de l'entreprise. Mon père venait de commettre un crime et m'avait envoyé un aveu par texto. Un mercredi matin avant le déjeuner, j'ai d'abord appelé mon patron. Il s'appelle Derek, et c'est un de ces types qui est en permanence calme d'une manière qui vous fait sentir que tout va bien se passer, même quand le bâtiment est en feu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux pendant environ 10 secondes, puis a dit, « Tristan, es-tu en train de me dire que quelqu'un a intentionnellement détruit du matériel de l'entreprise ?» J'ai dit, « Oui. » Il a demandé si j'avais des preuves. J'ai dit que j'avais un message texte de la personne qui l'a fait, l'admettant essentiellement. Derek a dit qu'il mettait immédiatement le service juridique et les ressources humaines dans la boucle et que je devais tout documenter avec des photos et ne toucher à rien. J'ai pris des photos sous tous les angles. Le moniteur brisé, l'ordinateur portable imbibé de café, la station d'accueil fissurée, la flaque sur le sol. J'ai fait une vidéo panoramique de toute la scène. J'ai de nouveau fait une capture d'écran du texto de mon père. Cette fois, avec tout le fil de discussion visible, montrant le contexte de nos conversations antérieures sur l'allée. Et puis je suis parti. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé ma mère. Je suis juste retourné en voiture chez la sœur de Léa et je suis resté assis dans l'allée pendant environ 20 minutes à fixer le volant. Léa est sortie et m'a trouvé. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » Pas « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Pas « Est-ce que ça va ?» mais « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Parce que Léa avait observé cette dynamique se dérouler pendant les 3 ans que nous étions ensemble. Et elle savait. Elle a toujours su. Je lui ai montré les photos. Je lui ai montré le texto. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit très doucement, « Cet homme a détruit tes moyens de subsistance parce que tu ne voulais pas payer pour son aller. » Et l'entendre à voix haute de la part de quelqu'un d'autre, dans ce langage simple et brutal, m'a finalement frappé. Mon propre père avait saboté ma carrière pour de l'asphalte, pour une allée, parce que j'avais eu le culot de lui dire non pour la première fois de ma vie d'adulte. Les jours suivants ont été un chaos. Le service juridique de mon entreprise a agi rapidement. Ils ont évalué l'équipement détruit à un peu plus de 4 100 $, ce qui signifiait que ce n'était pas seulement des dommages matériels. C'était au-dessus du seuil pour un crime en Pennsylvanie. Derek m'a dit que l'entreprise voulait déposer une plainte à la police et engager des poursuites. Il l'a dit avec ce ton prudent, comme s'il me donnait une chance de les en dissuader. Et je pense qu'il s'attendait à ce que je dise, « Non, c'est mon père. Laissez-moi m'en occuper. »
Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, faites ce que vous avez à faire. Ma mère m'a appelé ce jeudi soir, 3 jours après l'incident. Elle pleurait, ce qui était sa tactique de négociation par défaut, et elle m'a demandé pourquoi je ne répondais pas aux appels de mon père. Je lui ai dit que j'avais été occupé à gérer le fait que quelqu'un avait détruit des milliers de dollars de matériel appartenant à mon employeur. Elle s'est tue. Puis elle a dit, ton père m'a dit que tu avais laissé ses affaires dans le garage et que c'était tombé du bureau. C'est tombé du bureau. Un ordinateur portable dans lequel on avait versé du café. Un moniteur brisé sur le sol à 6 pieds de l'endroit où il se trouvait et une station d'accueil fissurée en 2. Mais bien sûr, maman, c'est tombé. La gravité a vraiment fait des heures supplémentaires ce jour-là. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, ce que le texto disait, et que mon entreprise déposait une plainte à la police. Elle a commencé à hyperventiler. Elle a dit que j'allais ruiner la famille. Elle a dit que je faisais toute une histoire de rien. Elle a dit que mon père était juste frustré et ne le pensait pas. Je lui ai demandé d'expliquer quelle partie de verser du café sur un ordinateur portable et de fracasser un moniteur était quelque chose qu'une personne fait quand elle ne le pense pas. Elle m'a raccroché au nez. Tel père, telle mère, je suppose. Garrett m'a appelé 1 heure plus tard. Il était agité, disant que maman était en vrac, que papa était furieux et il voulait savoir ce qui se passait. J'ai tout expliqué. La demande pour l'aller, le refus, le traitement silencieux, l'équipement détruit, le texto. Garrett est resté silencieux pendant un long moment. Et quand il a parlé, sa voix était différente. Il a dit, Tristan, ce texto est vraiment grave. Papa n'aurait pas dû faire ça. Pap, je suis désolé, juste une observation sur la preuve. Ce qui m'a tout dit sur où se situait ses loyautés. J'ai dit à Garrett que l'entreprise s'en occupait, et que j'avais fait tout mon possible pour être juste envers cette famille pendant des années, et voilà ce que j'obtenais en retour. Il a dit, tu aurais pu juste payer pour l'aller, mec. Et c'est là que j'ai raccroché. Parce que certaines phrases vous disent tout sur une personne et celle-là m'a dit que dans l'esprit de Garrett, j'étais toujours le guichet automatique bancaire et le seul crime ici était que j'avais cessé de distribuer de l'argent. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que personne dans ma famille n'avait la moindre idée, c'était à qui j'avais transféré ce texto. Pas seulement à mon email, pas seulement à mon patron. J'avais transféré l'aveu de mon père à quelqu'un dont le nom n'avait pas été mentionné dans notre famille depuis plus de 3 ans. Quelqu'un que mon père avait complètement oublié, et quelqu'un qui était sur le point de faire regretter à mon père d'avoir jamais appris à envoyer un message texte. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer le texto transféré parce que c'est là que tout se connecte. Il y a environ 4 ans, mon père a eu un différend commercial avec un type nommé Victor Lann. Victor est un entrepreneur qui vit à 2 villes de là, dirige une entreprise de pavage et d'excavation de taille moyenne, et c'est le genre de type qui vous serre la main comme s'il essayait de gagner un match de bras de fer. Mon père avait engagé l'entreprise de Victor pour faire des travaux de nivellement sur une propriété locative que mes parents possédaient à l'époque. Et quand le travail a été terminé, mon père a refusé de payer la facture finale. Il a dit que le travail n'était pas conforme aux normes. Victor a dit qu'il l'était, a produit de la documentation et des photos, et mon père n'a toujours pas bougé. Cela s'est transformé en une bataille juridique. Victor a poursuivi mes parents pour le solde impayé d'environ 11 000 $ plus les frais de justice. Mon père a contre-attaqué pour dommages et intérêts. Toute l'affaire a traîné pendant 1 an et demi. Voici le truc. Pendant ce procès, mon père a fait quelque chose qui l'a presque mis dans de sérieux ennuis. Il a contacté l'un des employés de Victor et a essayé de le convaincre de témoigner que Victor avait pris des raccourcis sur le chantier. L'employé a refusé et l'a signalé à l'avocat de Victor. On est passé très près d'accusations de subornation de témoins, mais l'avocat de mon père a réussi à calmer le jeu et l'affaire s'est finalement réglée avec mes parents payant à Victor 8 000 $. Mon père était furieux. Il a blâmé tout le monde. Il a blâmé le juge, Victor, l'employé, son propre avocat, tout le monde sauf lui-même. Et après le règlement, il a dit à toute la famille que Victor Lann était un escroc et un voleur qui nous avait volés. Et que si quelqu'un faisait affaire avec lui, il était mort pour cette famille. Donc, naturellement, Victor Lann était la dernière personne sur Terre que mon père s'attendait à entendre lorsque ce message texte a atterri dans sa boîte de réception. Voyez-vous, j'étais resté en contact avec Victor. Non pas à cause du procès, mais à cause d'une coïncidence que mon père n'a jamais connue.
Environ 6 mois après le règlement, j'étais à un événement de réseautage technologique à Harrisburg et je suis tombé sur la fille de Victor, Kendall. Elle travaillait dans le marketing numérique. Nous avons commencé à discuter et elle a mentionné que l'entreprise de son père cherchait quelqu'un pour aider à mettre en place un nouveau système de gestion de projet. J'ai proposé de le conseiller gratuitement, comme une faveur. Victor et moi nous sommes bien entendus. Il est direct, il est honnête, et c'est le genre de type qui se souvient quand quelqu'un lui rend service. Au cours des 2 années suivantes, je l'ai aidé avec des trucs techniques ici et là, et il m'envoyait occasionnellement un texto pour prendre des nouvelles. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous avions un respect mutuel. Et Victor avait une très bonne mémoire en ce qui concerne les gens qui lui avaient fait du tort. Donc, quand mon père m'a envoyé cet aveu par texto, « Maintenant, tu vas dépenser $5000 d'une manière ou d'une autre », je l'ai transféré à Victor avec un court message. Mon père a détruit mon équipement de travail pour un différend d'argent. Voici son aveu. J'ai pensé que tu voudrais savoir quel genre d'homme il est toujours. Je n'ai pas demandé à Victor de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que Victor était le genre de personne qui trouverait cette information très intéressante. Et j'avais raison. Mais avant que tout cela ne se déroule, j'ai dû faire face aux retombées immédiates de ma vie qui partaient en morceaux. Mon entreprise m'a fourni un ordinateur portable de remplacement temporaire pour que je puisse continuer à travailler. Mais il y a eu un examen interne déclenché par la destruction de l'équipement. Chaque fois que des biens de l'entreprise sont intentionnellement endommagés, ils enquêtent. Et une partie de cette enquête m'a obligé à expliquer pourquoi mon drame familial personnel avait entraîné la destruction des actifs de l'entreprise. C'était humiliant. J'ai participé à un appel vidéo avec 2 personnes des ressources humaines et une du service juridique, et j'ai dû leur expliquer la crise de colère de mon père comme si je faisais une déposition sur un bambin qui avait renversé un étalage chez Target. Ils étaient professionnels, mais je pouvais le voir sur leur visage. Ils avaient pitié de moi et la pitié du service juridique de votre employeur est une saveur spéciale du fond du trou. La plainte à la police a été déposée. Un officier est venu à mon appartement pour prendre ma déposition. Je lui ai montré les photos, le texto, expliqué le contexte. Il était sympathique, mais essayait aussi clairement de comprendre pourquoi un homme adulte détruirait l'électronique de quelqu'un pour une allée. Je lui ai dit que je me posais la même question. Il a dit qu'il ferait un suivi avec mon père. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé en sanglotant. Un policier s'était présenté à leur maison. Mon père avait ouvert la porte, avait été informé qu'une plainte avait été déposée pour destruction de biens, et on lui avait dit qu'il pourrait faire face à des accusations criminelles. Selon ma mère, il est devenu blanc comme un linge, puis a passé l'heure suivante à lui crier dessus que tout était de sa faute pour m'avoir élevé pour être ingrat. Laissez ça pénétrer. Il a détruit mes affaires. Il a envoyé le texto. Il s'est fait prendre. Et d'une manière ou d'une autre, c'était la faute de ma mère pour m'avoir mal élevé. La capacité de cet homme à esquiver la responsabilité était presque de niveau olympique. Les semaines suivantes ont été brutales. Tout le côté de la famille de mes parents s'est retourné contre moi. Ma tante Beverly a appelé pour me dire que je devrais avoir honte de moi d'impliquer la police dans une affaire de famille. Mon oncle Craig m'a laissé un message vocal disant que j'avais toujours été le difficile et que cela le prouvait. Garrett m'a envoyé un long texto qui se résumait en gros à « Tu déchires cette famille et pourquoi ?» Un ordinateur portable. Pourquoi? Pour un ordinateur portable. Comme si le principe de la chose, le fait que mon propre père ait délibérément détruit mes biens et s'en soit vanté, était sans importance. La seule chose qui comptait, c'est que j'avais eu l'audace de le tenir pour responsable. Je ne vais pas mentir, ces semaines ont été dures. Je ne dormais pas bien. Je me réveillais à 3 heures du matin en rejouant des conversations dans ma tête, me demandant si j'aurais peut-être dû simplement payer pour cette stupide allée. Peut-être que si j'avais juste fait le chèque, rien de tout cela ne serait arrivé. Et puis je me souvenais du texto. Maintenant, tu vas dépenser $5000 d'une manière ou d'une autre. Et je me souvenais que ce n'était pas à propos d'une allée. C'était à propos de contrôle. Mon père croyait qu'il avait droit à mon argent. Et quand j'ai dit non, il a essayé de me punir pour me soumettre. Ce n'est pas une famille. C'est de l'extorsion avec un accompagnement de purée de pommes de terre à Thanksgiving. Léa a été mon ancre à travers tout cela. Elle ne m'a jamais dit une seule fois de reculer.
Et elle ne m'a jamais dit une seule fois que j'avais tort. Elle a juste tenu bon avec moi. Quand je partais en vrille à 2 heures du matin, elle s'asseyait avec moi et disait, « Tu n'as pas fait ça. Tu es la victime. Et tu as le droit de te protéger. » C'est le genre de personne qui vous fait croire que vous méritez mieux, non pas parce qu'elle vous le dit, mais parce qu'elle vous traite comme si c'était le cas. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute pendant cette période. Un type nommé Case qui avait une barbe de bûcheron et une voix d'animateur de radio de fin de soirée. Il était spécialisé dans la dynamique familiale et l'éloignement. Et en 3 séances, il m'a fait comprendre des schémas auxquels j'avais été aveugle pendant 28 ans. La façon dont mes parents instrumentalisaient l'obligation. La façon dont le statut de Garrett en tant qu'enfant en or était maintenu non pas par ses réalisations mais par ma dévalorisation. La façon dont chaque dollar que je leur avais donné n'était pas reçu comme de la générosité mais comme un tribut. Attendu, dû. Et au moment où j'ai arrêté de payer, j'ai cessé de correspondre. Case m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, « Tristan, tu as auditionné pour un rôle dans une pièce qui n'a jamais été écrite pour toi. Le rôle n'existe pas. Aucune somme d'argent ou sacrifice ne te fera obtenir le rôle parce qu'il ne tenait jamais d'audition. » Ça m'a frappé comme un train de marchandises. Je suis resté assis dans son bureau et j'ai juste fixé le plafond pendant probablement 2 bonnes minutes pendant que ça s'imprégnait. Après cette séance, quelque chose a changé. J'ai arrêté d'appeler mes parents. J'ai arrêté d'envoyer des textos. J'ai arrêté de vérifier s'ils avaient cherché à me joindre. Je me suis concentré sur mon travail, sur Léa, sur la construction d'une vie qui ne tournait pas autour de l'obtention de l'approbation de personnes qui avaient clairement fait savoir qu'elles n'en avaient aucune à donner. J'ai eu une augmentation. J'ai commencé à encadrer un analyste junior dans mon équipe. Léa et moi avons adopté un chien, un corneau rigolo nommé Biscuit qui avait une oreille qui se dressait et une qui tombait et qui accueillait chaque matin comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même, ou peut-être pour la première fois. Et puis Victor Lann m'a appelé et ce qu'il m'a dit a tout changé. Victor m'a appelé un dimanche soir. J'étais sur le canapé avec Léa à regarder une émission de rénovation où un couple avec un budget de 900 000 $ se plaignait que l'îlot de cuisine n'était pas assez grand. Biscuit dormait sur mes pieds. La vie était calme, puis mon téléphone a sonné et le calme a fait ses valises et est parti. Victor n'a pas perdu de temps en politesse. Il a dit, « Tristan, j'ai reçu ton message il y a un moment et je suis assis sur quelque chose. Je pense que tu as besoin de l'entendre. » J'ai coupé le son de la télé et je suis allé dans la cuisine. Il m'a dit qu'après avoir reçu mon texto transféré, il avait fait des recherches, pas sur la situation de l'équipement, c'était mon affaire. Il a fouillé dans les finances de mes parents, en particulier la propriété locative qu'ils avaient vendue il y a environ 2 ans, celle qui avait été au centre de son différend initial avec mon père. Voici ce que Victor a trouvé. Quand mes parents ont vendu cette propriété, ils l'avaient mise en vente pour 260 000 $. Vente standard, rien d'inhabituel. Mais Victor avait un ami dans l'immobilier qui a sorti les registres de la transaction et le prix de vente réel était de 310 000 $, soit 50 000 $ de plus que le prix affiché. C'est un grand écart. Et la raison de l'écart, selon ce que Victor avait reconstitué, était que mon père avait structuré la transaction pour empocher la différence au noir. L'acheteur avait payé une partie du prix directement à mon père en espèces, séparément des documents de clôture officiels. Le genre d'arrangement qui, si l'internal revenu service y jetait un coup d'œil, rendrait un expert comptable judiciaire très excité et mon père très nerveux. J'ai demandé à Victor comment il pouvait bien savoir tout ça. Il a dit que l'acheteur était un type nommé Dal Sweeney, un investisseur local pour qui Victor avait travaillé par le passé. Après que Victor ait reçu mon texto, il avait contacté Dal, mentionné nonchalamment le nom de mon père, et Dal avait volontairement donné l'information. Apparemment, Dal avait été mal à l'aise avec l'arrangement depuis le début, mais avait accepté parce que mon père lui avait offert un accord en dessous du marché sur la propriété en échange du paiement en espèces. Dal s'est dit qu'il avait fait une bonne affaire et s'est tu, mais il avait gardé des dossiers, des reçus, un accord manuscrit, des messages textes entre lui et mon père discutant de la composante en espèces, tout. Victor a dit, « Ton vieux a triché sur la vente. Il n'a presque certainement pas déclaré ce revenu. Et le gars avec qui il a fait l'affaire a les papiers pour le prouver. Je ne te dis pas quoi faire avec ça, mais je pensais que tu devais savoir. » Je l'ai remercié. J'ai raccroché et je suis resté dans ma cuisine pendant environ 10 minutes, juste à digérer.
Mon père, l'homme qui m'a demandé 5000 dollars pour son aller. L'homme qui a détruit mon équipement de travail parce que j'avais dit non, était assis sur un paiement en espèces caché de 50 000 dollars provenant de la vente d'une propriété. Il n'avait pas besoin de mon argent. Il n'avait jamais eu besoin de mon argent. Il le voulait parce que prendre de moi était le but. Il ne s'agissait jamais de l'aller. Il s'agissait de s'assurer que je connaissais ma place. J'ai appelé Léa dans la cuisine et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre, ce qui est son super pouvoir. Et quand j'ai fini, elle a dit, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit, « Je ne sais pas encore. » Elle a dit, « Si, tu sais. » Et elle avait raison. Je savais. J'avais juste besoin d'être intelligent à ce sujet. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Pas le genre d'avocat qui s'occupe des contraventions de stationnement. J'ai trouvé un type nommé Sullivan Cross grâce à une recommandation de Derek de mon entreprise. Sullivan était spécialisé dans les litiges civils et avait une expérience dans les cas de fraude financière. Je me suis assis dans son bureau et j'ai exposé toute l'histoire, de l'aller à l'équipement détruit en passant par la vente de la propriété. Il a écouté, pris des notes, posé des questions pointues, puis s'est penché en arrière dans son fauteuil et a dit « Votre père a un problème important ». Sullivan a expliqué le paysage juridique. La destruction de mon équipement de travail était déjà traitée par la plainte pénale que mon entreprise avait déposée. Mon père risquait probablement des accusations de méfaits criminels, peut-être au niveau du crime, selon la manière dont le procureur de district classerait la valeur totale des dommages. Le message texte était essentiellement un aveu signé. Cette partie était déjà en mouvement, mais la vente de la propriété était une toute autre affaire. Si mon père avait reçu 50 000 dollars en espèces non déclarées de la vente et ne les avait pas déclarés sur ses impôts, c'était de la fraude fiscale. Et si l'arrangement impliquait de falsifier les documents de clôture pour montrer un prix de vente inférieur, cela pourrait également l'impliquer dans une fraude hypothécaire, selon la manière dont l'acheteur avait financé l'achat. Sullivan a dit que les pénalités pour ce genre de choses allaient d'amende substantielle à une éventuelle peine de prison, surtout s'il y avait des preuves documentaires. J'ai demandé à Sullivan quel serait mon rôle dans tout cela. Il a dit que cela dépendait de moi. Je pouvais ne rien faire et laisser les accusations relatives à l'équipement suivre leur cours. Je pouvais signaler le problème fiscal à l'Internal Revenue Service de manière anonyme ou je pouvais utiliser l'information de manière stratégique dans le contexte de l'affaire pénale pour m'assurer que mon père assume toutes les conséquences de ses actes. Sullivan a recommandé une voie médiane. Il a suggéré que je contacte mon père une dernière fois, que je mette tout sur la table et que je lui donne la chance de réparer les choses avant que les murs ne se referment. Non pas parce que mon père méritait la pitié, a dit Sullivan, mais parce que cela me donnerait une meilleure image si cela allait un jour au tribunal, et parce que cela donnerait à mon père l'occasion de choisir la responsabilité plutôt que la catastrophe. J'ai passé 2 jours à rédiger ce message. Léa m'a aidé à le corriger. Case, mon thérapeute, m'a aidé à m'assurer que je ne l'écrivais pas avec colère, mais avec clarté. La version finale était calme, factuelle et dévastatrice. J'ai dit à mon père que j'étais au courant de l'arrangement en espèces avec Dal Sweeney. Je lui ai dit que j'avais des documents. Je lui ai dit que les accusations relatives à l'équipement se poursuivaient quoi qu'il arrive parce que c'était la décision de mon entreprise, pas la mienne. Et je lui ai dit que s'il voulait avoir une conversation sur la résolution des choses entre nous en tant que famille, cela commencerait par sa prise de responsabilité totale pour ce qu'il avait fait, le remboursement de mon entreprise pour l'équipement. Et l'acceptation de s'asseoir avec un médiateur pour discuter de la dynamique familiale qui avait conduit à tout cela. Pas d'excuses, pas de dérobade, pas de Jolene pleurant en arrière-plan pendant qu'il prétendait être la victime. J'ai envoyé le message un jeudi à 9 h du matin. Je connais l'heure exacte parce que j'ai fixé le bouton d'envoi pendant 4 minutes avant d'appuyer. Léa se tenait derrière moi, la main sur mon épaule. Biscuit mâchouillait une chaussette sous la table. C'était le texto le plus important que j'ai jamais envoyé de ma vie, et il a été suivi du plus long silence que j'ai jamais connu. Mon père n'a pas répondu pendant 6 heures. Et quand il l'a fait, il ne m'a pas répondu à moi. Il a appelé Garrett. Et Garrett m'a appelé, paniqué, parlant vite, disant que papa paniquait et demandant ce que j'avais fait. J'ai dit à Garrett exactement ce que j'avais dit à mon père. J'ai dit que j'avais la preuve de l'accord en espèces. J'avais des documents et papa avait 2 choix. Gérer ça comme un adulte ou regarder tout ça éclater. Garrett a dit, tu ne peux pas faire ça à la famille.
J'ai dit, je n'ai rien fait. C'est papa qui l'a fait. Je suis juste celui qui l'a découvert. Il y a eu une longue pause. Et puis Gareth a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il a dit, Tristan, je n'étais pas au courant pour l'argent. Je l'ai cru. Gareth est beaucoup de choses, mais il n'est pas assez bon acteur pour simuler ce ton. Il n'était pas au courant des 50 000. Ce qui signifiait que mes parents nous l'avaient caché à tous les deux. Probablement parce que si Gareth le savait, il aurait voulu sa part. Et si je le savais, eh bien, cela aurait rendu la demande pour l'aller encore plus absurde qu'elle ne l'était déjà. J'ai donné 72 heures à mon père. Sullivan a dit que c'était plus que juste. Et à la 71e heure, ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle était seule. Elle ne pleurait pas. Et pour la première fois de ma vie, elle avait l'air effrayée. Pas triste, pas en colère, effrayée. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte et a dit, « Ton père veut parler. » J'ai laissé ma mère entrer. Léa lui a préparé une tasse de thé qu'elle n'a pas touchée, et nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Biscuit reniflait ses chaussures comme s'il menait une enquête. Ma mère a regardé mon appartement, le découvrant pour la première fois. Les beaux meubles, les photos encadrées de moi et Léa. J'ai réalisé qu'elle n'était jamais venue chez moi en 3 ans, pas une seule fois. Cela m'a tout dit sur la petite place que j'occupais dans son monde. Elle a commencé avec le scénario auquel je m'attendais. Elle a dit que mon père était désolé. Les choses avaient dégénéré. La situation de l'allée avait été montée en épingle. Je l'ai laissé finir, puis je lui ai posé la question que je voulais lui poser depuis des années. Maman, pourquoi est-ce que papa et toi m'avez toujours traité comme si j'étais moins que Gareth? Elle a cligné des yeux, ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Puis elle a dit, ce n'est pas vrai. Un déni catégorique, sans hésitation. J'ai dit, tu as manqué ma compétition de robotique pour un rendez-vous chez le coiffeur. Tu n'es jamais venu une seule fois dans mon appartement. Tu m'appelles quand tu as besoin d'argent, mais pas quand tu veux de la compagnie. Papa m'a demandé 5 000 $ et 2 000 à Gareth pour la même allée. Et quand j'ai dit non, il a détruit mes biens. Comment est-ce que ce n'est pas me traiter comme étant inférieur? Elle a fixé la table. Je pouvais voir sa mâchoire se contracter comme elle le fait quand elle essaie de ne pas dire ce qu'elle pense vraiment. Et puis elle a dit très doucement, Gareth avait besoin de plus d'aide. Tu t'es toujours bien débrouillé tout seul. Voilà. La thèse familiale énoncée à voix haute pour la première fois. Je m'étais toujours bien débrouillé tout seul. Traduction, Gareth était celui pour qui ils s'inquiétaient, en qui ils investissaient, qu'ils choyaient, et j'étais celui qu'ils supposaient s'en sortirait. Ils ne m'ignoraient pas par méchanceté. Ils m'ignoraient par commodité. J'étais l'autosuffisant, donc ils n'ont jamais eu à essayer. Et avec le temps, ne pas essayer est devenu ne pas se soucier, et ne pas se soucier est devenu un sentiment de droit, et ce sentiment de droit est devenu mon père fracassant mon ordinateur portable parce que j'avais osé avoir une limite. J'ai dit à ma mère que j'appréciais sa venue et je le pensais. Mais je lui ai aussi dit que cette appréciation ne changeait rien. Je lui ai parlé de la réunion que j'avais organisée. Sullivan avait arrangé une rencontre à son bureau le samedi suivant. Mes parents, moi, Sullivan et un médiateur. Tout serait discuté. L'équipement, la plainte pénale, la vente de la propriété et la voie à suivre. Ma mère m'a demandé si j'allais vraiment signaler la vente de la propriété à l'Internal Revenu Service. J'ai dit, cela dépend entièrement de papa. Elle est partie sans finir son thé. Le samedi est arrivé. Léa m'a conduit au bureau de Sullivan, a attendu dans la voiture avec Biscuit et un livre, et m'a dit qu'elle serait là quand je sortirais, peu importe comment ça se passerait. Je lui ai embrassé le front et je suis entré, me sentant stable pour la première fois depuis des mois. Pas en colère, pas anxieux, stable. Mes parents étaient déjà dans la salle de conférence. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 2 mois, les épaules voûtées, les yeux fatigués, refusant de me regarder. Ma mère était assise à côté de lui, les mains jointes, dégageant l'énergie de quelqu'un qui avait répété son texte dans la voiture. Gareth n'était pas là. J'avais spécifiquement dit que c'était entre moi et mes parents. Sullivan était assis en bout de table, et la médiatrice, une femme nommée Claire, était assise à l'autre bout. Sullivan a commencé en exposant les faits, de manière clinique et sans émotion. L'équipement détruit évalué à 4 100 $.
l'aveu par message texte, la plainte pénale, puis la vente de la propriété, le paiement en espèces, la documentation de Dal Sweeney, les implications fiscales. Le visage de mon père est passé par environ 6 couleurs différentes. Quand Sullivan a mentionné le nom de Dal, la tête de mon père s'est relevée et il a dit, c'était un arrangement privé. Sullivan a dit, Monsieur Kessler. Un arrangement privé qui implique un revenu non déclaré et des documents de clôture potentiellement falsifiés n'est pas privé. C'est un passif. Mon père m'a regardé et a dit, c'est toi qui as fait ça? Pas une question, une affirmation. Comme si c'était moi qui avais caché 50 000 $ et fracassé l'ordinateur portable de quelqu'un. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, non, papa. C'est toi qui as fait ça. Chaque morceau de ça. Je suis juste celui qui a arrêté de prétendre que c'était acceptable. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment. Claire, la médiatrice, a demandé à mon père s'il voulait répondre. Il est resté assis là, la mâchoire serrée, a fixé la table, puis ma mère, de toutes les personnes, a parlé. Elle a dit, ris, dis juste la vérité. Pour une fois dans ta vie, dis juste la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux dans les jours précédant cette réunion, mais quelque chose en ma mère s'était fissuré. Peut-être que c'était la peur. Peut-être que c'était la réalisation que cette fois, les conséquences étaient réelles et qu'elles n'allaient pas disparaître. Mon père a craqué. Pas de façon dramatique, pas avec des larmes. Il s'est simplement dégonflé. Il m'a regardé et a dit, je n'aurais pas dû le faire. L'équipement, le texto, rien de tout ça. J'ai attendu. Il a dit, j'étais en colère. Tu as dit non, et je ne savais pas quoi faire avec ça. Je lui ai demandé pourquoi il avait exigé 5 000 de moi et 2 de Garrett. Il a dit, parce que je savais que tu dirais oui. Tu as toujours dit oui. C'était la chose la plus honnête que mon père m'ait jamais dite. Il ne me voyait pas comme le fils capable. Il me voyait comme le fils complaisant, la source fiable de fonds qui ne nécessitait pas l'entretien émotionnel que Garrett exigeait. J'étais pratique. Et au moment où je suis devenu incommode, il a essayé de me remettre dans le rang. Sullivan a exposé les conditions que j'avais préparées. Mon père rembourserait à mon entreprise les 4 100 $ complets pour l'équipement. Il écrirait des excuses formelles à mon employeur. Il coopérerait à la plainte pénale, ce qui pourrait aboutir à une accusation réduite ou à un programme de déjudiciarisation au lieu d'un crime, et il modifierait sa déclaration de revenus pour l'année de la vente de la propriété pour y inclure le revenu non déclaré. Sullivan avait déjà parlé avec un avocat fiscaliste qui pouvait gérer la divulgation volontaire. En échange, je ne signalerai pas la vente de la propriété à l'Internal Revenue Service de manière indépendante, et je soumettrai une déclaration de la victime recommandant la clémence sur les accusations relatives à l'équipement, à condition que mon père remplisse chaque condition. Mon père a fixé les papiers pendant 1 minute entière. Puis il a tout signé, chaque page. Ma mère a signé en tant que témoin. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Nous n'avons pas eu un moment de cinéma où les violons jouaient et tout le monde se pardonnait dans un montage au ralenti. Mon père m'a serré la main. Ma mère m'a touché le bras en sortant et c'était tout. C'était il y a environ 7 mois. Mon père a payé les 4 100 $ à mon entreprise. L'accusation criminelle a été réduite à un délit et il a suivi un programme de déjudiciarisation avec des services communautaires et une gestion de la colère. Il a déposé une déclaration de revenus modifiée et a payé des arriérés d'impôts plus des pénalités, ce qui, selon Garrett, lui a coûté plus de 18 000 $. L'allée, ironiquement, n'a toujours pas été refaite. Il s'avère que lorsque vous faites des chèques à l'Internal Revenue Service et à un cabinet d'avocats, l'asphalte descend assez bas sur la liste. Ma relation avec mes parents est différente maintenant. Pas guérie, restructurée. Nous parlons occasionnellement, des appels courts, des sujets superficiels. Ma mère m'a envoyé une carte d'anniversaire le mois dernier avec une note qui disait « Je suis fier de toi ». J'aurais dû le dire plus souvent. Ce n'est pas assez, mais c'est la première fois qu'elle le dit, alors je le prends. Garrett et moi nous sommes en fait rapprochés après tout ça. Il m'a appelé quelques semaines plus tard et m'a dit « Je suis désolé de t'avoir dit de juste payer pour l'aller. C'était nul. Nous dînons ensemble une fois par mois maintenant. Je m'envoie des photos des enfants. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Léa et moi nous sommes fiancés le mois dernier. Elle a dit oui avant que j'aie fini la question.
Biscuit a mangé le coin de la boîte de la bague pendant que nous célébrions, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Et Victor Lannes, l'homme que mon père a traité d'escroc et de voleur, m'a envoyé une carte de félicitations quand il a appris les fiançailles. À l'intérieur, il avait écrit « Ton père m'a dit un jour que je regretterais de l'avoir contrarié. » Drôle de voir comment les choses ont tourné. Je l'ai encadrée. Elle est accrochée dans mon bureau juste à côté de mon nouveau moniteur. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. Vous pouvez aimer votre famille et refuser d'être leur souffre-douleur. Vous pouvez vouloir leur approbation et reconnaître que la poursuivre vous détruit. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas de riposter. C'est d'arrêter d'absorber les coups, de se mettre sur le côté et de laisser la personne qui frappe perdre l'équilibre toute seule. Mon père a donné le coup de poing. Je me suis juste assuré qu'il atterrisse là où il devait, sur lui. Je m'appelle Tristan. J'ai 28 ans. Mon aller va bien, et moi aussi.